Space Avocat. Space Avocat. Le podcast. The podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Lazaridis, qui est le fondateur de Kuiper Ventures. Salut Thomas. Bonsoir Nima. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet directement, mais avant, une petite tradition. Quel est ton parcours ? Est-ce que tu peux décrire ton parcours en quelques mots ? Très bien. Alors, j'ai fait mon lycée en France et après, j'ai eu la chance de pouvoir partir faire mes études supérieures en commerce en Angleterre, de l'autre côté de la Manche. Je suis en train de finir mon MBA à la London Business School. J'ai eu l'occasion de tomber dans les sciences très petit et malheureusement, en études supérieures, j'ai vite changé. J'avais commencé des études en astrophysique et j'ai vite changé pour partir en école de commerce. Je me suis retrouvé un petit peu à un croisement entre les sciences et la finance quelque part. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé en fait un peu où je suis aujourd'hui à combiner les deux mondes. Je suis tombé un peu dans le spatial il y a 5 ou 6 ans maintenant presque. Et depuis, j'apprends des choses tous les jours et c'est ce qui fait que je me lance dans cette nouvelle aventure. Avant de rentrer dans ton secteur de spécialité qui est le financement du secteur spatial et en particulier du New Space, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de l'Europe spatiale à l'heure actuelle et surtout au regard des grosses transformations que l'on voit dans le secteur ? Donc effectivement, moi je vois l'Europe aujourd'hui assez divisée. On a d'un côté une industrie assez traditionnelle qui peu agile en fait, notamment à cause de sa gouvernance et ses habitudes de travail très liées aux activités gouvernementales, que ce soit commerciales ou militaires, et une nouvelle vague donc d'entrepreneurs et de start-up qui arrivent avec un mode de fonctionnement très agile, très souple en termes de financement, et qui arrive à balayer un petit peu les idées reçues du spatial qui coûte cher. Alors oui, ça coûte cher, mais en fait, ces nouvelles startups arrivent à faire plus vite et bien moins cher, ce qui fait qu'on a vraiment 2 vitesses à l'heure actuelle qui commencent en fait à se retrouver un petit peu à travers beaucoup d'initiatives, notamment au niveau européen, mais aussi au niveau national. Donc voilà, une vision d'une Europe assez fragmentée, mais qui commence un peu à se rassembler. D'accord, donc si je comprends bien ton point, c'est vraiment de dire qu'il y a une industrie, entre guillemets, legacy, qui s'est bâtie notamment sur des initiatives d'État et avec des process un petit peu élaborés, et puis une nouvelle vague un peu plus agile et qui vient perturber les modes de fonctionnement de ce secteur qui marchait effectivement un peu en silo souverain, si je puis dire. Donc d'accord, ça c'est très clair à ce niveau-là. Et du coup, si on continue cette réflexion, au niveau de ce New Space, comment est-ce que, à l'intérieur du coup de cette nouvelle vague, comment est-ce que tu vois ces startups venir bouleverser ce secteur et notamment si tu peux nous qualifier certaines grandes différences par rapport au monde d'avant, si je puis dire. Alors moi, je trouve d'abord c'est quelque chose de génial qui est en train de se passer. Ça dynamise vraiment une industrie, on va dire, un peu legacy, effectivement, comme tu dis, qui avait un peu de mal à se renouveler. Et on peut le voir avec des grands groupes qui sont arrivés à faire des petites poches d'innovation au sein même de leur écosystème pour pouvoir être vraiment un peu en communion avec ces startups qui venaient un petit peu les bouleverser, mais au final commencent à s'allier, en fait, à trouver des points communs sur lesquels ils peuvent avancer ensemble. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument génial. Donc, c'est une nouvelle vague qui fait beaucoup de bien à cette industrie, qui la force un petit peu quelque part à se renouveler et à se challenger en interne pour se dire, voilà, on a besoin de rester compétitif. Comment pouvons-nous le faire ? Trouvons de nouveaux partenaires commerciaux et industriels pour pouvoir avancer ensemble et profiter aussi de cette recrudescence en fait de nouveaux talents qui font partie du New Space et qui viennent redynamiser cette industrie. En ce qui concerne le financement, qui est vraiment ta spécialité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le financement spécifique du secteur spatial ? Aujourd'hui, le financement dans le secteur spatial est assez un peu en ébullition. En fait, on peut le voir dans le monde entier. On a une
très belle dynamique. On avait l'habitude avant que ce secteur-là soit financé uniquement en fait ou presque par les États. Maintenant, on voit beaucoup d'acteurs privés jouer un rôle très important dans le développement dans le secteur spatial. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années. C'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup grandir. Surtout dans ces 5 à 6 dernières années en fait dans le domaine spatial et surtout en Europe. On va dire que les US ont toujours un petit peu plus d'avance sur nous. Donc maintenant on peut voir ce phénomène arriver en Europe et c'est quelque chose de très bien. C'est une industrie qui est quand même très compliquée à financer parce que il y a énormément de risques. On a beaucoup de verticales qui sont concentrées sur des projets qui nécessitent beaucoup de capitaux. On a quand même certaines verticales qui sont assez légères sur ce plan-là, surtout des plateformes d'analyse d'imagerie satellite par exemple, où ça coûte pas vraiment très cher à développer. Mais quand on va vouloir développer une fusée ou des nouveaux satellites, là, il va falloir avoir le plan de financement adéquat. Donc, il y a quand même une certaine complexité sur comment approcher un dossier de financement pour une start-up dans ce domaine-là, mais on va dire que le volume d'investisseurs qui s'intéressent à ce domaine maintenant, venant du domaine privé, peut venir venir balancer en fait cette grosse demande en capitaux qui peut rendre le marché beaucoup plus accessible aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer. Donc voilà, donc on voit une vraie tendance dans ce secteur en Europe qui maintenant, si on veut se lancer dans ce domaine-là, même si ça demande beaucoup de capitaux, c'est possible. Il y a des investisseurs si l'idée est là. Et donc, il y a un champ de démocratisation, entre guillemets, de l'investissement dans le secteur spatial, même en Europe, qui a parfois un peu le cliché comme étant un petit peu plus en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, tu partages un certain optimisme quant à cette ouverture du marché de l'investissement pour le segment spatial. Tout à fait. On n'est pas encore au montage financier de SpaceX avec un ou deux véhicules qui possèdent des parts sur le secondaire, mais on voit quand même des très belles opportunités sur le marché en Europe et je suis très positif et très enthousiaste de voir comment ça a évolué ces dernières années en tout cas. Si on revient sur la startup InnoSpace en particulier, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots le cycle de financement typique de ce genre d'entité ? Pour le cycle de financement typique d'une startup d'InnoSpace, on va prendre le cas d'une startup qui fait du hardware comme des fusées ou des satellites, à la différence d'une startup qui va offrir que des services de type plateforme d'analyse d'imagerie satellite. L'un des gros soucis, c'est le cycle très intensif parfois de besoins en capitaux. Le développement de la startup va passer par plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est bien sûr l'étude, on va dire, de la technologie et du produit que la startup souhaite offrir sur le marché. Donc là, c'est des coûts assez limités. Et la prochaine étape qui va être très importante, c'est la démonstration. La démonstration in situ, donc dans l'espace. Elle est très importante parce qu'on ne peut pas vraiment vendre un produit ou lancer le produit sans s'assurer qu'elle marche dans l'environnement dans lequel le produit est censé opérer. Donc, pour une startup, pour faire la démonstration, qui est assez tôt en fait dans son cycle, on va dire, de développement, c'est souvent un coût très important. Donc là, c'est là où généralement les entrepreneurs vont chercher leur premier financement à l'extérieur, parce que effectivement, pour financer une démonstration, ça a un coût. Et puis il faut aussi peut-être prévoir une deuxième démonstration derrière si la première n'a pas été concluante à 100% pour s'assurer bien sûr et apporter une sorte de garantie au client qu'il y avait déjà beaucoup de sérieux près de la startup pour garantir qu'ils avaient aussi pensé à potentiellement une deuxième démonstration pour s'assurer que le produit soit aux normes de ce qu'ils souhaitent vendre à leurs clients. Donc une fois qu'ils ont fait leur démonstration, ils vont passer maintenant sur l'étape du lancement commercial, donc on va dire série A, série B, et c'est là où vraiment le financement va servir à scaler, donc à développer le produit à un rythme commercial qui fait partie de
leur business plan, et aussi d'aller chercher des nouveaux clients, encore plus que ce qu'il y avait avant. Et là, c'est vraiment une toute autre échelle parce il va falloir aller vraiment se mettre sur le marché, être présent où les clients sont, et aller les chercher maintenant que la technologie est prête et que le produit est bien prêt. Donc, il y a ces trois, on va dire, ces trois grandes étapes qui va être, bien sûr, pour récapituler un petit peu rapidement, la phase d'étude, la démonstration et ensuite le lancement commercial. Alors, bien entendu, il peut y avoir beaucoup de retard parce qu'on sait tous, enfin, construire une fusée, ça se fait pas en un jour. Il peut y avoir beaucoup de soucis, que ce soit au niveau moteur, que ce soit, bref, tout au niveau de la charge utile. Tous ces éléments sont à prendre en compte, mais c'est vraiment, on va dire, les trois gros éléments du cycle de développement de la startup. Et effectivement, dans le spatial, chacune de ces étapes va nécessiter un investissement conséquent et adapté à cette phase particulière. Je te rejoins tout à fait sur ces trois grandes étapes parce que nous, d'un côté juridique et régulatory, on voit ces étapes également se dessiner, que ce soit au niveau de la phase, comme tu disais, imprécis de la phase étude, où là, il y a vraiment la conception du véhicule de la société, tous les premiers contrats, les premiers NDA, les premiers contrats fournisseurs-clients qu'on va commencer à ébaucher. Et puis après, ces fameuses séries A avec la démonstration, puis les séries A, série B quand on va passer au lancement commercial, avec de nouveaux types de contrats, des levées de fonds à chaque fois. Il y a généralement quand même de grands milestones qui s'affiche devant en tout cas dans le radar de la start-up. Donc, c'est toujours intéressant de voir la connivence qu'il y a effectivement entre le financement et le côté juridique et régulatory, d'autant plus qu'au niveau de ces sociétés qui sont vraiment dans le dur et dans le hardware du spatial, c'est-à-dire les fusées, les satellites, on a une surcouche régulatory autorisation qui peut être très lourde et qui est effectivement stratégique. Le secteur spatial, c'est un secteur qui est très diversifié. Comme tu l'as très bien dit, dans le secteur spatial, il y a les industries plutôt legacy et les industries du New Space, même si elles tendent maintenant à converger et à collaborer ensemble. Mais au sein du New Space et au sein du secteur spatial plus largement, il y a des segments. Et est-ce que toi, tu perçois à l'heure actuelle des segments qui sont un peu en pointe, qui sont un peu sous le feu des projecteurs, notamment au niveau du financement? Alors, bon, je suis un peu obligé de commencer par le fameux segment des lanceurs, qui est quand même assez emblématique à l'heure d'aujourd'hui, qui représente bien, on va dire, les innovations qui se font dans le domaine du spatial, que ce soit les micro-lanceurs ou vraiment les gros lanceurs, à l'image de SpaceX. On a les micro-lanceurs un peu comme Venture Orbital System, une belle boîte française. On a ça, qui fait partie de ces segments-là. Ensuite, moi, quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce qu'on va appeler les enhancers. Donc, c'est ce qui, en fait, va venir améliorer des technologies qui existent déjà, mais les rendre encore plus, on va dire, plus efficaces, plus agiles, et qui vont donner un résultat d'apporter encore plus on va dire, de matière aux clients. Et ça, c'est quelque chose qui est encore pas trop regardé, je trouve, comme les nouveaux matériaux, des nouveaux composants. Donc par là, j'entends des nouveaux panneaux solaires pour les satellites, des matériaux anti-impact, des matériaux anti-radiation, ou tout simplement des systèmes de rotation de la satellite pour améliorer leur couverture. Tout ce genre de choses qui, on va dire, nécessitent en fait un certain esprit un peu technique en fait, parce que tout simplement c'est quand même moins glamour qu'une fusée, un peu plus difficile à comprendre parce que effectivement c'est quelque chose qui est vraiment c'est du hardware pur et dur, mais quelque chose de très intéressant à suivre pour moi. Je pense que c'est un des deuxièmes gros segments. Enfin, du coup, j'en ai un peu donné deux dans l'un parce que je trouve qu'il y a des nouveaux matériaux et ces nouveaux composants qui sont très intéressants. Mais il y a aussi un des grands segments pour moi qui va sortir d'ici peut-être un an. Ça serait bien sûr les nouveaux types de génération d'énergie pour continuer à augmenter, on va dire, le cycle de vie des satellites ou d'infrastructures qui est mis en espace. Aujourd'hui, on a des durées de vie qui sont entre 30 et 40 ans pour des gros satellites. Maintenant, demain, on est en train de développer des technologies qui pourraient augmenter de 60 à 70 ans en plus la durée de vie, ce qui d'un point de vue économique tout de suite pour des grands groupes va devenir très intéressant.
ça va devenir très très intéressant parce que on parle depuis déjà quelques années des des fameux services en orbite pour venir les réparer ou leur rajouter du fuel ou quoi que ce soit, mais on en est quand même encore très très loin, malheureusement encore aujourd'hui, même si j'aimerais beaucoup que ça soit dès demain, malheureusement je pense qu'on est encore très très loin. Donc on essaie de régler plutôt le problème à la source aujourd'hui pour les faire partir tout simplement avec quelque chose qui va leur donner de l'énergie pour voilà, plus long terme. D'accord, donc une vision des segments, finalement, c'est intéressant ta position parce que c'est vraiment sur l'aspect industriel du secteur. Les lanceurs et l'accompagnement des technologies, mais toujours dans un optique très industriel, typiquement les nouveaux matériaux, des boucliers, des nouveaux carburants. Au niveau des données spatiales, est-ce que tu vois aussi un engouement très fort? Est-ce que tu vois finalement un regain d'intérêt pour ces fameuses données et puis aussi pour les applications? C'est un des piliers data du secteur spatial. Il est là pour rester. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Mais c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de startups qui font des choses très intéressantes. Le vrai souci réside dans l'éducation des utilisateurs, l'éducation des potentiels utilisateurs, pour vraiment leur démontrer que sur le long terme, utiliser ce type de données avec les bons outils vont vraiment rajouter de la valeur à leur activité. Pour toi, une difficulté, mais qui peut être aussi d'ailleurs un challenge pour ces startups-là, qui est de créer ce besoin et de créer finalement cette conscience qu'il y a des données satellitaires, des données spatiales qui peuvent apporter vraiment un plus au business ou même aux données d'utilisation de chacun. Tout à fait. On a le CNES, enfin Connect Pack NES, qui ont fait une formation assez sympathique sur cette donnée spatiale et leur utilisation. C'est aussi une sorte de mission en fait pour ces entrepreneurs d'éduquer leurs interlocuteurs sur l'utilisation de ces données. C'est très très important pour démocratiser vraiment finalement enfin, on va dire la donnée spatiale. Alors plus généralement, on a fait un peu le portrait d'une Europe spatiale qui s'ouvre avec cette arrivée massive de startups du New Space. Sur finalement une vision plus critique, est-ce que tu vois des obstacles au développement de ces fameuses startups du New Space, notamment en Europe? À l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment deux obstacles au développement des jeunes startups dans le New Space en Europe. On a vraiment d'abord au point de vue d'investisseurs privés, on a un manque de culture spatiale, commerciale et technique, et aussi ce qui vient vraiment contraster avec les US, c'est que les gros clients potentiels en Europe ne donnent encore une fois pas assez de contrats à ces jeunes entrepreneurs. Voilà. Alors qu'aux US, par exemple, on sait que la NASA, le département DoD sont des clients clés qui soutiennent le développement de ces jeunes startups. Donc, pour revenir en fait un peu au manque de culture spatiale, c'est un vrai problème aujourd'hui parce qu'il n'y a aucun investisseur en Europe aujourd'hui qui a une culture du spatial, dans le domaine privé bien sûr, qui a une culture du spatial d'un point de vue commercial et technique. Donc c'est un très gros souci quand un jeune entrepreneur avec une idée brillante mais très technique, il va se retrouver avec un nombre très limité en fait d'interlocuteurs possibles dans le domaine du privé. Donc ça, c'est déjà vraiment un obstacle qui est assez navrant, mais voilà, c'est pour ça aussi que je lance Kuiper Venture, c'est vraiment pour venir un peu contrebalancer cette, on va dire, mauvaise dynamique pour pouvoir apporter un peu plus de culture technique en fait dans ce domaine d'investisseurs privés. Ça reste quand même l'obstacle principal aujourd'hui. Il reste un deuxième petit obstacle qui était sur l'aspect un peu, on va dire, client potentiel pour ces startups, mais on voit de très belles initiatives qui ont été lancées par l'ESA et par le CNES, notamment en France, qui sont vraiment en train de redynamiser cette relation, en fait, tout simplement, avec ces jeunes entrepreneurs et ces startups, pour pouvoir les mettre tout simplement en avant, que ce soit sur des contrats ou des initiatives de partenariat. Donc, très positif sur cet obstacle-là qui est en train, en fait, tout simplement de s'effacer petit à petit. On n'est pas encore, mais c'est beaucoup en train de changer. Mais l'obstacle principal, effectivement, c'est bien ce manque de culture spatiale au sein des investisseurs privés. Et c'est pour ça aussi que
que Kuiper Ventures est là pour pouvoir venir apporter une culture commerciale et technique du spatial afin de pouvoir accompagner au mieux ces entrepreneurs et ces jeunes startups dans leur nouvelle aventure. Un tableau assez optimiste, si je te comprends bien. Et si je peux résumer ce que tu viens de nous dire, on a un secteur qui est en renouveau dans ses grandes lignes. Et derrière, on a aussi une approche, notamment au niveau européen, qui est en renouvellement, avec un soutien notamment aux plus petits et à ceux qui viennent les nouveaux entrants du secteur. Au final, et pour conclure notre discussion, est-ce que, au regard de tout ce que tu viens de dire et de tous ces nouveaux paramètres, est-ce qu'on peut rester optimiste pour le New Space européen ? Alors, je suis vraiment très, très optimiste pour l'industrie du spatial en Europe. On assiste vraiment, je pense, aujourd'hui à la naissance d'une toute nouvelle industrie qui non seulement commence à trouver ses repères, commence à trouver les bons outils avec lesquels elle peut avancer, que ce soit avec les nouvelles initiatives lancées par des grandes institutions et aussi par des plus petites. Ces jeunes talents vont arriver à trouver un vrai soutien. Donc, je suis très, très optimiste et j'espère vraiment aussi, avec un projet tel que Kuiper Ventures, qu'on va arriver aussi à faire bouger les choses au sein du groupe d'investisseurs privés pour apporter vraiment une dynamique de on comprend les dossiers, on peut les accompagner au mieux et maintenant, ils ont non seulement les outils idéaux des institutions publiques, mais aussi ils arrivent maintenant à avoir un vrai soutien du domaine privé pour les accompagner et on espère bien sûr en faire de belles pépites françaises et européennes dans le futur. Bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite pour le secteur. Je te remercie beaucoup Thomas, merci pour ces éclaircissements. Merci Numa. Et je t'en prie, et à très bientôt. À très bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnar par courriel à l'adresse contact@numaisnar.com. If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Isnard via email at contact@numaisnard.com.